Planifiez mieux avec le balado Le Planif. Bonjour, ici Fabien Major. Bienvenue au balado Le Planif. L'intelligence artificielle, c'est un outil qui déstabilise. Comme le feu, l'imprimerie, le vaccin, l'électricité et Internet, cette innovation fait craindre le pire. Mais le meilleur est aussi à venir. En autant qu'on apprenne à dompter la bête. Scénariste, écrivain, stratège, éditorial, concepteur, rédacteur, Pascal Henrard nous fait voir l'intelligence artificielle d'un point de vue très original. C'est l'invité au balado du Planif de cette édition. La question du beau-frère provient d'Adam la Terreur Picard. Le confrère planificateur m'a tagué sur LinkedIn sous la publication d'un jeune Français, Lucas Martin Sénéchal. C'est un coach financier qui se pète un peu les bretelles d'avoir fait 57% de rendement en 2022 pendant que la bourse se contractait. Il écrit, et là, je le cite, « Concentrez votre portefeuille. La concentration crée la richesse. La diversification préserve la richesse. Si vous avez un horizon de temps long terme, arrêtez de surdiversifier votre portefeuille. 50% de mon patrimoine est dans 5 actions. » C'est lui qui le dit. Certains me traiteront de fou et ce seront les mêmes personnes qui diront qu'il est impossible de battre le marché. En bourse, plus vous avez d'actions, moins vous avez de chances de battre le marché. Bref, c'est une vraie question du beau-frère. Diversifier ou concentrer ses placements, telle est la question et nous y répondrons vers la fin de l'épisode. Quant à notre capsule origine, Isabelle Junot présente la petite histoire du fabricant de jouets Mattel. Le balado Le Planif débute à l'instant. Fondé en 1945 par Harold Matson et Elliot Handler à Los Angeles, en Californie, Mattel a commencé modestement comme une entreprise de cadres photo en bois avant de se diversifier rapidement dans les jouets, une décision qui allait définir son futur. Lorsque Matson vendit rapidement sa part à Handler, la compagnie, dont le nom est une combinaison de Matt de Matson et L d'Elliot, se concentra exclusivement sur ce secteur. Le premier grand succès de Mattel est venu en 1959 avec la création de la poupée Barbie, conçue par Ruth Handler, la femme d'Elliot. Inspirée par la vision des petites filles jouant avec des poupées en papier, Ruth a imaginé une poupée tridimensionnelle qui pourrait offrir des possibilités de jeu infinies grâce à ses accessoires et changements de costume. Barbie est rapidement devenue un phénomène culturel symbolisant à la fois la liberté et la mode pour plusieurs générations. En 1968, Mattel a introduit une autre icône, la voiture Hot Wheels. Ces voitures miniatures, répliques des icônes de l'automobile, étaient conçues pour aller rouler à toute vitesse sur des pistes spécialement créées, ce qui les différenciait de leurs concurrents et captivait l'imagination des garçons. Au-delà des jouets, Mattel a aussi été un pionnier dans l'utilisation de la publicité télévisée destinée aux enfants, un mouvement qui a révolutionné le marketing des jouets dans les années 1950 et 1960. Cependant, le parcours de Mattel n'a pas été sans obstacles. La société a traversé plusieurs crises, notamment des controverses liées à la sécurité des jouets et des rappels de produits qui ont ébranlé la confiance des consommateurs. En 2023, Mattel a franchi une nouvelle étape significative avec le lancement du film Barbie, réalisé par Greta Gerwig. Ce film, mettant en vedette Margot Robbie dans le rôle de Barbie et Ryan Gosling dans celui de Ken. Barbie le film a été conçu non seulement comme un divertissement, mais aussi comme une exploration critique et ludique des identités et des rôles de genre, reflétant l'évolution de la poupée au fil des décennies. Le film a reçu des éloges pour son approche audacieuse et innovante, réussissant à capturer à la fois l'essence nostalgique de Barbie et à proposer une réflexion moderne sur des questions sociales actuelles. Au box-office, Barbie a connu un succès retentissant, rapportant plus de 1,2 milliard de dollars à l'échelle mondiale, ce qui en fait l'un des films les plus rentables de l'année 2023. Le balado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Pascal Henrard, homme de mots, je dirais un peu poète, mais surtout intéressé par la société, la technologie
la nature, ça fait beaucoup, mais ça fait aussi des sujets et des écrits passionnants. Bonjour Pascal. Bonjour Fabien. On se connaît depuis quelques années déjà, je pense que ça fait plus d'une décennie. Avec Branchez-vous, on écrivait des chroniques. Toi, c'était des chroniques d'humeur qui faisaient des fois bien rigoler. Moi, économie, finance, bien sûr, mais on se rejoignait puisque ça touche la société, ça touche l'humain. Effectivement, en fait, ça touche la vie, hein. Moi, c'est ce Oui. qui m'intéresse, c'est la vie et d'en profiter puis d'essayer de partager les bonnes choses de la vie. Et ça fait même plus que 10 ans, hein. Ça fait peut-être même une vingtaine d'années, en tout cas moi que j'écrivais dans Branchez-vous, puis t'as écrit assez tôt. Et Branchez-vous, pour moi, ça a été une révélation. Patrick Pierret qui a fondé Branchez-vous, il m'a fait découvrir Internet en 1995. C'est lui qui m'a ouvert un peu aux nouvelles technologies. Moi, j'écrivais, je gagnais ma vie en écrivant, et j'ai découvert qu'on pouvait publier des choses qui étaient lues par des gens autres que mon entourage ou mes clients. Ton spectre d'écriture est très large. Ça va des livres pour enfants aussi à des trucs plus techno, notamment l'intelligence artificielle. Et si on se parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai lu de nombreuses publications que tu as faites dans LinkedIn qui traitent d'intelligence artificielle, mais par un angle nouveau. Toi, tu y vois un outil passionnant comme d'autres outils. Et puis, autant on entend parfois des auteurs qui vont dire « ça peut détruire ma carrière », mais toi, tu y vois quelque chose qui peut donner un nouvel élan à plusieurs, notamment à ta propre carrière. Alors effectivement, l'intelligence artificielle, on peut s'en méfier, on peut s'en inquiéter. J'ai eu la chance de découvrir ça assez rapidement en 2018 parce que j'avais travaillé sur la série documentaire IA, être ou ne pas être, que j'ai scénarisé avec Mathieu Dugal comme animateur. Ça m'a permis de comprendre un petit peu toutes les questions éthiques soulevées par l'intelligence artificielle, et dès que c'est devenu disponible au commun des mortels, en 2022, décembre 2022 avec ChatGPT, je me suis précipité là-dessus pour voir un petit peu jusqu'où ça pouvait aller, qu'est-ce que ça pouvait m'apporter, mais surtout je voulais garder le contrôle de ce que je fais, c'est d'écrire. Mm-hmm. Et en quoi, justement, un auteur peut se servir de l'intelligence artificielle? Dans quel but, de quelle manière, sans dénaturer sa propre plume? Alors bon, c'est un excellent point là, c'est ne pas dénaturer sa propre plume. En fait, il faut pas se laisser berner par l'intelligence artificielle. Elle donne des réponses très rapides, elle permet de gagner du temps à bien des égards, entre autres pour faire de la recherche, pour peut-être réorganiser des textes, mais le style, c'est quelque chose qui n'est pas inné, ça s'apprend, ça se travaille, et l'écriture... tout le monde peut apprendre à écrire, hein. Tout le monde peut écrire correctement, et puis avec Antidote, on peut écrire sans faute d'orthographe. L'intelligence artificielle écrit sans faute d'orthographe, sans faute de grammaire, mais des fois ça manque de style. Alors je pense que le plus important, c'est de continuer à apprendre à écrire, à lire des auteurs français, des articles dans notre langue, à s'exercer à écrire, réécrire, et surtout à la fin, quand on travaille avec l'intelligence artificielle, de réécrire et de garder le contrôle sur son texte. Parce que sinon, on a des textes qui vont tous se ressembler. Et en fait, c'est déjà ça que je constate, hein. Je vois qu'il y a des personnes qui font des commentaires sur LinkedIn, entre autres, qui ont demandé à l'intelligence artificielle de leur faire leurs commentaires. Et c'est des formules qui se ressemblent. Et plus les formules vont se ressembler, vont être utilisées, plus ça va s'entraîner sur des formules qui se ressemblent. Donc, ça manquerait un peu de magie. Ouais, la magie, c'est bien important dans l'écriture, mais ce n'est pas que l'écriture, l'intelligence artificielle, ça va plus loin, ça va dans le calcul, ça va aussi dans la création. On peut dire à notre intelligence artificielle, peu importe celle qu'on utilise, une commande et ça sort à l'autre bout. De ton côté, est-ce que tu en as fait l'expérimentation de confier de la création pure? Alors oui, en fait, et comme tu le mentionnes, hein, je l'ai essayé à différents niveaux pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ça peut m'apporter en faisant de la recherche. Alors ça fait de la recherche, il faut quand même toujours s'assurer de vérifier les sources, parce que des fois ça prétend des choses qui ne sont pas vraies. Ça affirme que telle personne a 50 ans alors qu'elle en a 53. Ça affirme que telle découverte a été faite à tel endroit et c'est pas vrai. Donc, il faut vraiment vérifier les sources, mais au moins ça fait gagner du temps. Par exemple, plutôt que de faire des recherches sur Google pendant des heures et des heures, ça
nous permettent d'avoir des résumés. Ça permet évidemment pour certaines personnes de pouvoir faire du code, pour pouvoir faire du calcul, des additions. Non, mais des choses aussi plus complexes que des additions. Mais moi, je me suis mis un chat GPT je mets tous les chiffres que je dois additionner plutôt que faire plus sur ma machine à calculer ou de les rentrer dans un Excel. Je copie-colle tous les chiffres et ça me fait l'addition. Bon, bref, on peut s'en servir de bien des manières, mais il faut toujours se rappeler que c'est quand même un outil, que ça ne réfléchit pas cet engin-là, même si ça nous donne l'impression que ça réfléchit. On sent ton excitation quand tu écris sur l'intelligence artificielle. Et si je compare à d'autres auteurs qui sont plus scandalisés et qui ont peur à leur job, pourquoi toi, tu n'as pas peur à la tienne? Ben, j'ai une petite formule que j'aime bien, c'est l'intelligence artificielle n'a pas de talent, elle a des capacités. Alors, ces capacités, entre autres, ça me fait gagner du temps. Je dois bien avouer qu'au niveau de la recherche, je gagne beaucoup de temps. Des fois, ça m'aide à remettre en forme des notes. Évidemment, moi aussi, et ça c'est une question super importante, c'est celle de la sécurité. Moi, je travaille pas sur des plans stratégiques de l'OTAN ou sur des secrets militaro-industriels. J'écris des textes sur la vie, sur le temps qui passe. J'écris pour des clients des choses qui sont quand même pas extraordinairement sensibles, exactement. Mm-hmm. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que je mets moi dans l'intelligence artificielle, elle s'en sert pour s'entraîner et c'est des données qui disparaissent, enfin qui sont dans les labs. Donc, professionnellement, il faut quand même faire attention à ça. Hein. J'imagine que dans ton domaine, il y a des sécurités à respecter. Dans le mien, c'est moins crucial, je dirais. D'accord. Mais quand même, tu te rends compte qu'il y a un aspect économique, parce que si tu sauves du temps et que tu factures les mêmes montants, évidemment, il y a de la profitabilité. De ce côté-là, c'est un outil qui peut être rentable pour un auteur? Alors oui, et je ne me cache pas que j'utilise l'intelligence artificielle, donc les gens avec qui je travaille le savent. La valeur que je peux ajouter, c'est évidemment mon expérience, le jugement que j'ai par rapport à ce que l'intelligence artificielle me propose. Si par exemple, ça m'arrive de faire de temps en temps des slogans pour des clients, je peux demander à l'intelligence artificielle de m'en proposer. Je ne me souviens pas une seule fois d'avoir proposé à un client un slogan tel que l'intelligence artificielle me l'a proposé. Par contre, ça m'a donné des pistes de réflexion auxquelles j'aurais peut-être pas pensé ou peut-être pas pensé aussi vite. Et puis, j'ai chargé un prix raisonnable par rapport au travail que j'ai fait et surtout par rapport à l'usage que le client va faire de mon travail, donc la valeur de mon travail. Parce que si j'étais payé à la phrase, je serais pas vraiment en possibilité de continuer à vivre de mon travail. D'accord. On sent donc ton enthousiasme, mais t'es pas du tout choqué par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Non. Ce que je suis choqué, c'est que on sait très bien que les entreprises d'intelligence artificielle ont entraîné sans payer des droits sur des textes qui avaient des droits. Et puis là, je sais qu'il y a des accords avec des médias et c'est tout à fait correct. Il y a des réflexions, par exemple, sur l'association des illustrateurs du Québec se pose des questions sur les droits d'auteur. Donc là, il y a quelque chose d'un peu, tu sais, on se pose des questions sur à qui payer les droits d'auteur, parce que l'intelligence artificielle s'entraîne sur des choses qui existent, qui ont été faites par des gens. Ceci dit, j'ai aussi un point de vue là-dessus, c'est que moi, quand j'écris, j'ai lu des livres, j'ai aimé des auteurs, j'ai regardé des films, et les idées que je sors, c'est pas moi qui les ai trouvées comme ça parce que je vivais dans ma grotte, c'est parce que j'ai lu des auteurs qui m'ont donné des idées, qui m'ont inspiré. Parce que quand j'écris d'une certaine manière, alors j'écris mon style, mais mon style a été influencé par tous les styles que j'ai vus et que j'ai lus, sans payer aucun droit d'auteur. Ah, c'est vrai, c'est bon pour l'écriture, c'est bon pour des stratégies d'entreprise, la publicité, c'est bon aussi pour la cuisine. Le fameux mi-cuit, il est inspiré d'une gaffe, mais il est inspiré quand même, hein? Oui, exactement. Mais alors, la question justement pour les entreprises, les stratégies de marketing. Là, c'est très facile de demander à ChatGPT, par exemple, de nous faire une stratégie marketing pour une entreprise. Tu peux faire pour la tienne, tu sais, pour moi, mon travail. Et ça va nous sortir quelque chose de très bien foutu. Par contre, il n'y aura aucune surprise. La créativité là-dedans, il faut la rajouter. L'effet de surprise qui fait qu'il y a des grandes découvertes
ce n'est pas l'intelligence artificielle qui aurait permis ça. C'est les grandes inventions, les grandes créativités, ça n'a pas été nourri de données, ça a été nourri d'erreurs, comme tu disais, ça a été nourri de la petite magie qu'il y a entre l'espace, entre les notes. Donc, il faut garder ça, et ça c'est très important parce que sinon toutes les stratégies marketing vont se ressembler. Si vous avez déjà, je m'adresse à ceux qui écoutent en ce moment, si vous avez déjà tenté de placer une commande, une demande à un outil d'intelligence artificielle comme ChatGPT, vous savez que c'est la demande qui fait le résultat. De ton côté, ce qu'on appelle le prompt, la commande, est-ce que tu as trouvé des trucs, une façon d'avoir des réponses qui sont plus pertinentes que d'autres? Alors, c'est aussi une très bonne question. Moi, je dis toujours que c'est un travail en progrès, hein? A work in progress. Il faut toujours garder en tête ce qu'on veut et essayer de trouver la meilleure formule pour l'avoir. Donc, la formule, c'est la manière dont on le demande, les informations qu'on met dans notre prompt, dans notre requête. Des fois, c'est très simple, hein. Ça peut être en point de forme, mais il faut que ce soit assez précis pour que ça aille dans la direction qu'on veut. Il faut savoir que ça fait aussi des hallucinations, donc des fois, ça comprend mal ce qu'on veut commander, donc il faut le savoir. Je vais juste donner un exemple. La semaine dernière, je disais, fais-moi un tableau d'une tâche, parce que je voulais une tâche. Ça m'a fait une moustache. Pourtant, j'avais pas écrit moustache, mais comme ça ne réfléchit pas, c'est des pixels qui comprennent des mots, et le mot tâche, il pensait que j'avais fait une erreur et que je voulais faire moustache. Donc, la précision, et aussi, s'il faut pas avoir peur de redemander, de dire recommence, soit plus précis, soit plus clair, soit plus dynamique. J'avais fait le test aussi parce que je trouvais que ça manquait un peu de créativité. J'avais essayé avec toutes sortes de formules. J'avais dit, imagine que tu as bu 3-4 bières et que t'es un peu pompette. Alors ça m'a proposé des trucs qui étaient effectivement un peu drôles, comme si on avait bu un petit verre. Mais à la fin, ChatGPT m'a écrit, attention, ce n'est pas très bien de boire trop d'alcool. Donc, il faut savoir aussi que les entreprises sont dirigées par des gens qui ont une certaine morale qu'ils veulent nous inculquer. Ils auraient pas tort pour l'alcool, mais il faut le savoir. Et depuis décembre 2022. Ouais, excuse-moi, en fait, mais aussi pour continuer pour compléter ma réponse sur l'art du prompt, de la requête, c'est quand on a trouvé aussi la formule qui fonctionne bien pour ce qu'on veut avoir, c'est évidemment de la noter quelque part. Et ChatGPT permet de créer des chats sur lesquels on peut répéter certaines formules. Moi, je l'ai fait à titre d'exemple. J'ai beaucoup d'étudiants qui m'écrivent, qui me posent toujours le même genre de questions, parce que je suis mentor sur un site web, et il y a des étudiants qui me posent des questions. Comment est-ce qu'on fait pour devenir écrivain? Combien ça gagne? Comment ça se passe? Quelles sont tes études? J'ai pris une trentaine de questions que j'ai eu des jeunes et des réponses que j'ai mises. Je les mises dans ChatGPT, et maintenant, quand il y a un jeune qui me pose une question, je mets ça là-dedans et ça me répond comme si c'était moi qui avais répondu. Après, je rajoute des fois un petit mot plus personnalisé, mais c'est incroyable parce que ça va beaucoup plus vite. Donc, j'ai trouvé la formule pour pouvoir répéter ça, et je n'ai plus besoin de le refaire à chaque fois. Juste pour ta gouverne, Pascal, j'ai fait plein d'essais avec la création de portefeuilles financiers, et je remarque que c'est très bien foutu et ça a une capacité incroyable pour prévoir le passé. Parce que évidemment, ça se sert de données qui ont déjà été rendues publiques, et ça crée des portefeuilles qui auraient été efficaces il y a 10 ans, il y a 5 ans. Mais pour l'avenir, ChatGPT, je pense que ça peut être commun à bien des humains qui sont allumés et qui savent déceler les tendances, mais peut-être pas mieux. Puis c'est, en fait, je crois que le danger, puis tu peux peut-être acquiescer là-dessus, c'est de s'imaginer qu'on va améliorer tout ce qui nous entoure avec l'intelligence artificielle. C'est très important ce que tu dis là, ça s'entraîne sur le passé. Et l'exemple qui est utilisé, c'est sur les présidents américains. C'est, si on se base sur toutes les données qui existent, ça nous donne un portrait de président américain qui existe, qui a déjà existé, ou qui est un mix de présidents américains qui ont déjà existé. On voit avec les deux guignols qui sont actuellement en tête à tête, en tout cas le guignol et la femme, que c'est deux portraits qui n'auraient pas été dans les données traditionnelles. Ah non, c'est sûr, il y a de quoi surprendre, et ça serait plus, il me semble,
imaginez la campagne électorale américaine de 2024. Je crois que l'intelligence artificielle n'aurait pas pu, justement, comme tu dis, prévoir un personnage du genre. Non. Et c'est vraiment important de rappeler que l'intelligence artificielle s'entraîne sur des données qui ont été numérisées, et la grande majorité des informations et des données sont en anglais. C'est aussi donc au niveau de la langue, au niveau culturel, au niveau économique, à bien des niveaux, il y a des biais, puisque c'est entraîné sur des données qui existent. Alors après, il y a l'espagnol, le français est en 4e position, le russe, évidemment, est important aussi, mais c'est l'anglais qui est, je pense, à 60% dominant. OK. Maintenant, il n'y a pas que ChatGPT. ChatGPT est en compétition avec lui-même puisqu'il y a des mises à jour régulières, ça s'améliore, mais on peut observer la qualité de Claude AI et Gemini avec Google. As-tu fait des essais pour comparer ces 3 outils? Oui, en fait, et j'en rajouterais un 4e, Mistral, qui est français. D'accord. Donc Mistral s'entraîne aussi sur des données en anglaises, évidemment, mais il y a un biais plus français. Et moi qui écris en français, je me sers plus souvent de Mistral que Gemini ou Copilot ou Claude. Par contre, mes 2 outils principaux, c'est ChatGPT et Mistral. Alors j'ai essayé Gemini, j'ai essayé Claude. Des fois, j'utilise encore un peu Claude, mais ce que je me dis toujours, c'est que une fois que j'ai trouvé les outils qui me servent, ça sert à rien, je les essaie tous. Quand on a trouvé le marteau qu'il nous fallait pour enfoncer un clou, on va pas chez Rona essayer tous les nouveaux marteaux qui viennent de sortir. Ah, mais je te confirme, il y en a qui font ça. Mais parce qu'il faut vivre aussi, donc... Oui. Si tu observes un peu les gens, comment ils s'en servent de l'intelligence artificielle et leurs commentaires, est-ce que tu crois qu'il y a des changements sociaux importants qui vont se manifester, qui auront de l'impact même économique? Alors, je dois bien avouer que j'ai des inquiétudes, et je peux pas prédire l'avenir, mais j'ai des inquiétudes par rapport à l'expérience. C'est que toi et moi, nous avons la chance d'avoir un peu d'expérience derrière nous, parce qu'on a fait notre travail à l'ancienne, si je puis dire, ou en tout cas, et ce que je me rends compte aujourd'hui très rapidement sur le marché du travail, les jeunes arrivent, utilisent l'intelligence artificielle en se reposant dessus. Et si ils n'ont pas de directeur de création en agence de publicité, de mentor qui est là pour les ramener sur terre et leur parler de la réalité, ça va être vite fait qu'on va se fier plus à l'intelligence artificielle parce qu'elle nous donne des réponses. Donc, je trouve que les entreprises ont vraiment un rôle à jouer en mettant des gardiens et des gardiennes qui vont se porter garant de la qualité du travail et qui vont pas oublier l'objectif, en sachant que l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place, c'est certain, et des gens vont perdre leur travail à cause de l'intelligence artificielle. Par contre, ceux qui se servent de l'intelligence artificielle avec intelligence, avec expérience, eux vont avoir du travail. D'accord. Et qui, en première ligne, peut justement profiter de l'intelligence artificielle et puis s'en servir comme un outil qui peut rehausser la qualité et même permettre de demeurer indispensable? Ah ben alors dans plein de domaines, hein, et tu disais que j'étais enthousiaste. Je suis enthousiaste parce que je découvre des choses et j'apprends des choses sans cesse, et je fais la part des choses. Je garde ce qui m'est utile dans mon travail. Je me rends compte que dans mon travail spécifique de rédaction, de traduction, de scénarisation, scénariste, l'IA, elle n'est pas encore top. Créatif publicitaire, elle est pas mal, mais elle a besoin d'encadrement. Traduction, elle est impeccable. Ah oui, à la traduction, tu juste c'est impeccable. Mais traduction, c'est-à-dire que traduire, adapter, après c'est autre chose. C'est passer d'une langue à l'autre. Waouh. Après, il faut quand même que quand tu maîtrises la langue, tu leur rajoutes une petite couche de rédaction. Mais Google Translate est dépassé, là. Mais c'était déjà très très bon. Hein. Est-ce que Google peut aussi être dépassé? Je voyais que ChatGPT a maintenant une fonction pour la recherche en temps réel.
Alors, je n'ai pas testé. Ça fait quelques jours que c'est disponible. Ouais. Par contre, j'utilise Perplexity, qui n'est pas un moteur de recherche, mais qui est plutôt un moteur de réponse. C'est-à-dire que tu poses une question et au lieu d'avoir des listes de sites disponibles qui répondent à ta question ou qui ont des informations ou qui ont les mots-clés que tu as mis, ça te donne la réponse sous forme de paragraphes, sous forme de petits textes, avec les références. Alors, quand tu poses des questions précises dont les données sont disponibles, ça te donne des très bonnes réponses. Par contre, ce que j'ai remarqué, et je cherchais des personnalités qui avaient 50 ans, parce que pour un de mes clients, qui fêtait son 50e anniversaire de son entreprise, je voulais faire des analogies. Et là, ça m'a sorti plein de personnes qui n'avaient pas 50 ans, qui avaient dans la cinquantaine, par exemple. Mais donc, il a fallu que je vérifie, si tu veux. Mais Perplexity m'avait écrit un beau texte en disant « telle vedette Leonardo DiCaprio à 50 ans ». Enfin, tu sais. Donc, Perplexity, je trouve que c'est intéressant, pour revenir à ta question, parce que ça donne une réponse. Versus un moteur de recherche où tu dois faire tes recherches dans la recherche. C'est vrai. Et Google le moteur de recherche de ChatGPT, ça je ne sais pas comment il fonctionne, s'il est aussi pertinent, aussi efficace, je ne sais pas. Ouais. Mais en fait, ce qu'on remarque rapidement, c'est que quelqu'un qui se sert des intelligences artificielles, des nombreux outils, qui ne cite pas ses sources, qui avertit pas ses interlocuteurs, qui des fois fait un copier-coller trop vite, va peut-être avoir des réponses, des répercussions qui ne seront pas agréables. Ah ben non, mais c'est parce que c'est pas parce que c'est sur Internet que c'est vrai, hein. Non. Et je vais donner juste un petit exemple. Quand mes enfants étaient à l'école primaire, il y a quand même un petit bout de temps, ils devaient faire un petit travail, et puis ils avaient été sur Wikipédia. Je dis attention, il y a n'importe quoi sur Wikipédia. J'aurais dit attendez un petit peu. Puis je suis allé vite sur Wikipédia, j'ai créé la page de Pascal Henrard. Puis après je dis tiens, va voir un petit peu si Pascal Henrard est sur Wikipédia. T'es sur Wikipédia? Je dis oui, j'ai fait la page. Bon, après, de fil en aiguille, je suis auteur, j'ai eu des livres, la page Wikipédia existe encore, là, mais bref, faut se méfier de ce qu'il y a sur Internet, quand même. Toujours. Merci beaucoup, Pascal. On invite les gens à te suivre sur LinkedIn parce que c'est passionnant tout ce que tu écris là-dessus, notamment sur l'intelligence artificielle et sur bien d'autres sujets. C'est très gentil à toi, je te remercie, et puis toi aussi, c'est très intéressant de te lire, j'apprends plein de choses. Bon, la question du beau-frère qui provient d'Adam la Terreur Picard, le confrère planificateur m'a tagué sur LinkedIn sous la publication du Français Lucas Martin Sénéchal. Lui, il se vante d'avoir fait 57% de rendement en 2022 pendant que la bourse se contractait. Il a écrit, et je cite, « Concentrer son portefeuille, ça crée la richesse. La diversification préserve la richesse. » Et lui, il n'a que 5 actions dans son portefeuille. Alors, on diversifie ou on concentre ses placements pour avoir les meilleurs résultats? Mais la réponse, c'est selon votre objectif. Quel est votre objectif? Parce que battre le marché, ce n'est pas un objectif de vie. Si, par exemple, vous souhaitez acquérir un chalet, une maison ou encore un deuxième véhicule ou un congé sabbatique de 5 ans, voyez ce genre d'objectif, alors évidemment, la concentration, ça peut vous aider et vous nuire, surtout si l'objectif est à très court terme. Plus il y a concentration, plus il y a risque, plus dans ce cas, il peut y avoir des montagnes russes assez sévères, merci. La diversification, certains vont dire, Warren Buffett n'a pas tellement diversifié ses placements. Ses gros succès sont le lot de quelques positions. C'est vrai, mais en temps normal, il a une 60aine de positions. Alors le maître à penser, Warren Buffett, qui est peut-être un des meilleurs investisseurs toujours vivant, lui, la concentration, il en prend, il en laisse, puisqu'il y a souvent des dizaines d'entreprises à l'intérieur de sa société Berkshire Hathaway. Donc, la diversification, c'est sûr, ça atténue le risque, mais si vous avez les nerfs solides et vous avez un penchant vers la spéculation, la concentration, ça peut être possiblement pour vous. Ici Fabien Major. À bientôt.